Notre idée de départ, c'est que les chercheurs et les agriculteurs ne se représentent pas les choses de la même façon, qu'ils ne les perçoivent pas de la même façon. Ils ne parlent pas de la même façon des champs, des prairies ou des pâtures. Ils ne les conçoivent pas de la même façon, ils les conçoivent de façon différente à partir de points de vue différents. Bien. Maintenant, on va se distraire un petit peu. On va écouter deux exposés qui vont introduire la discussion que nous aurons ensuite en atelier. Ces deux exposés qui sont censés durer 20 minutes. Je vais vraiment y veiller. Donc, celui de Claude Compagnonne, au nom du collectif, qui a rédigé le deuxième papier que vous avez dans votre dossier, que vous avez reçu en début de semaine de Martine. Celui qui porte plus sur les systèmes de connaissances et qui sera ensuite complété par un exposé d'Emmanuel Lazega. On a pris un petit retard, on verra si on a du temps pour les questions ou pas, en sachant qu'il faut quand même privilégier les moments d'interaction des ateliers. Donc Claude, pour 20 minutes, moi je te ferai des signes désespérés 2 minutes avant la fin. Voilà, merci. Donc je vais accomplir un exercice qui est un peu difficile après le repas, et puis après cette projection. J'ai pas tout compris. C'est un euphémisme. Eh bien, d'attaquer un volet qui est d'une certaine manière un peu plus théorique. Donc je vais reprendre les grandes lignes du papier qui est à votre disposition, mais qui va retracer un peu finalement la posture intellectuelle, mais aussi pratique, en termes de méthode sociologique, méthode d'analyse de Jean-Pierre Darré. Donc c'est une réflexion qu'on a commise à plusieurs, comme l'a dit Bernard. Alors, tout d'abord, pour resituer, ça a déjà été dit, mais le rappeler, quelle est la démarche de Jean-Pierre, c'est-à-dire que quand Jean-Pierre Darré s'intéresse aux formes de connaissances, parce qu'il va bien s'agir de la question des formes de connaissances, et en particulier des connaissances pratiques des agriculteurs, quand Jean-Pierre Darré il attaque ce problème-là, c'est parce que, d'une certaine manière, eh bien, il conteste la forme de domination qui peut s'instaurer entre conseillers et agriculteurs, en ayant des gens qui possèdent une connaissance technico-scientifique et d'autres qui possèdent quelque chose qui serait sans doute pas de la connaissance, mais qui ont une habilité, un savoir-faire, sans qu'on définisse ça vraiment comme une connaissance. Et donc, cette possession d'un type de connaissance attribuée à certains, ça instaure un rapport social, et c'est bien un rapport social de domination de certains envers d'autres. Et donc, il y a... Pardon ? Non. Et donc, il y a bien cette démarche-là qui est mise en œuvre. Et d'une certaine manière, Jean-Pierre va élaborer tout un dispositif pour permettre précisément à des agriculteurs qui, naturellement, dans un espace social donné, n'ont pas la parole, eh bien, de pouvoir l'avoir. Et ce dispositif-là, eh bien, il vise à leur permettre de définir leurs problèmes et de savoir comment résoudre ces problèmes-là. Alors, d'un point de vue... excusez-moi, j'ai cru l'arrêter. Je vais finir par arriver à le fermer. Et donc, dans ce cadre-là, il a une réflexion épistémologique entre le lien entre connaissance et réalité. Et s'il va mener toute cette réflexion épistémologique, c'est précisément pour dire qui est habilité à dire ce qu'est la réalité. Est-ce que ce sont des personnes, finalement, qui ont la connaissance scientifique et technique, ou technico-scientifique, ou est-ce que ce sont aussi des gens qui sont impliqués dans la vie ordinaire, dans des pratiques, et qui, eux aussi, vont définir une réalité qui n'est pas du même ordre que celles qui ont la connaissance scientifique et technique. Et donc, comme l'a signalé Roger tout à l'heure, il s'appuie sur des auteurs sémiologues comme Prieto, Hilary Putnam, donc philosophe américain, ou Alfred Schultz. Et à partir de ces auteurs, il va construire un cadre théorique, et ce cadre théorique, il va particulièrement être fondé sur la notion de point de vue. C'est-à-dire,
Jean-Pierre Darré va dire que finalement, à la suite de Prieto, les objets, la réalité, eh bien, peuvent être connus à partir d'un nombre indéfini d'entités. Et quand il dit ça, ça signifie en même temps qu'il n'y a pas un point de vue, enfin une position qui est plus valide qu'une autre pour dire que les objets sont connus avec la bonne identité ou à partir des vrais critères. Et donc cette démarche, cette affirmation de Prieto, elle lui sert précisément à dire qu'il peut y avoir plusieurs points de vue tenables par rapport à un même objet. Et autour de ça, eh bien, intervient bien évidemment le fait qu'un point de vue, il n'est pas individuel, mais entre l'individu qui juge les choses et puis les choses elles-mêmes, eh bien, il y a une communauté d'interprétation, c'est-à-dire les idées qu'on a sur les choses, elles ne nous tombent pas du ciel comme ça, c'est parce qu'on les a forgées avec d'autres, par notre éducation, par les gens qu'on fréquente actuellement. Et donc, il y a bien une communauté d'interprétation qui nous aide finalement à avoir une certaine connaissance des choses. Et il affirme ainsi que finalement, les connaissances sont le produit d'une activité réflexive collective à un moment donné. Et c'est à partir de ça qu'il va précisément développer la notion de point de vue. Et il va parler de point de vue socialement et objectivement situé. Socialement, c'est qu'on a toujours une trajectoire sociale qui nous place là où on est, mais aussi là où on est maintenant, on est dans des groupes sociaux différents qui nous aident à définir les choses d'une certaine manière. Et objectivement, on est confronté à des tâches matérielles, à certaines conditions physiques de production. Et cette confrontation à ces situations-là, elles vont définir aussi notre manière de penser, d'envisager les choses. Et dans l'approche de Jean-Pierre, il y a une grande attention au langage. Alors effectivement, vous n'avez peut-être pas bien compris ce qui a été baragouiné pendant la projection. Moi non plus, j'ai cru me trouver dans un séminaire en langue étrangère où je panne un dixième des mots. Voilà. C'était peut-être le son qui était pas bon. Mais finalement... c'est très exemplaire du rôle du langage et de notre capacité finalement à comprendre les gens et à savoir ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils parlent. Et si Jean-Pierre Darré met cet accent sur le rôle du langage, et moi c'est ce que j'ai découvert avec lui pendant mon mémoire de fin d'études d'agronome, donc ça commence à dater, c'est que finalement... ce langage est important parce que dans les années 80, quand il met en exergue ce rôle du langage, on est avec une vision du développement où ce qui est promu, c'est la diffusion par-dessus la haie. C'est-à-dire qu'on juge qu'il suffit que le développement agricole accompagne quelques agriculteurs et les autres, forcément, vont se mettre à faire ce que font ceux accompagnés parce qu'ils vont voir ce que font les autres. Donc il suffit de voir pour se mettre à faire des choses intéressantes. Et ce que dit Jean-Pierre, c'est que les changements, ils ne sont pas mus par le fait qu'on voit et qu'on essaie d'imiter les autres, ou en tout cas, principalement pas par ça, ou en tout cas, ça ne permet pas de maîtriser vraiment ce qu'on veut faire. Et c'est parce qu'on dialogue avec d'autres qu'on est capable de définir ce que sont les autres, les choses dans un collectif, que finalement, on peut opérer un certain nombre de changements de pratiques. Et donc, il s'appuie pour ça sur une série de travaux de linguistes et d'anthropologues de la connaissance et qui disent que le langage ne se limite pas à une fonction expressive. Le langage n'est pas fait que pour parler, mais les mots nous aident à penser. Et les mots découpent le monde d'une certaine manière. Et si on voit les choses d'une certaine manière, même physiquement, c'est parce que les mots ont précédé et ont découpé le monde de cette façon-là. Et donc, il y a une forte importance qui est donnée au langage et aux mots. Et je crois que Roger, moi je cite Berger et Luckmann, mais je crois que Roger le cite dans ses bouquins, c'est aussi que le plus important véhicule de la conservation de la réalité, c'est la conversation. C'est-à-dire, si on sait que les choses se maintiennent comme ça, c'est parce que régulièrement on rencontre des gens qui nous disent bien que les choses sont comme ça, ou en tout cas qui ne disent pas que ça a changé. Les agriculteurs, ils savent que les choses changent autour d'eux parce que quelqu'un va dire « Ah ben oui, tu as vu que… » Mais si on n'en parle pas, c'est que c'est comme avant. Et on retrouve bien dans cette approche de Jean-Pierre Darré une coloration habermasienne finalement de la connaissance. Alors Jean-Pierre s'appuie
pas ou peu sur Habermas, contrairement à Bruno qui, lui, s'est largement appuyé sur Habermas. Et Habermas qui dit justement que la communication, elle sert, donc Habermas, philosophe allemand, que la communication, elle sert à s'entendre sur ce que sont les choses. Voilà, pour vraiment définir ce qu'est une réalité, pour qu'on ne se fie pas simplement à ses sens pour connaître, mais aussi au fait que les autres voient bien les choses telles qu'on les voit. Et il souligne aussi que finalement, il y a des mots qui sont utilisés pour définir des choses. Ce n'est pas nous qui allons le plus souvent inventer un mot, mais c'est bien une collectivité qui va avoir besoin à un certain moment de mots pour parler de certaines choses. Et on peut utiliser de nouveaux mots et créer des néologismes, mais on peut aussi utiliser des mots anciens et leur faire prendre un sens totalement différent du sens initial. Et donc, d'une certaine manière, lorsque les personnes, lorsqu'il y a un changement de réseau social, où il y a un changement d'interlocuteur, eh bien, on s'aperçoit que les mots qu'on utilisait à un moment, eh bien, ils changent de sens. C'est-à-dire que, et ce qui montre bien que les sens des mots, ils sont très liés à certaines communautés. Alors, en même temps, il n'y a pas de naïveté chez Jean-Pierre Darré autour de cette question des mots et de la capacité des gens à dialoguer. C'est-à-dire que, et en plus c'est bien à l'origine de sa démarche, il y a bien des rapports sociaux qui sont instaurés entre des individus, et certains, de fait de leur position, eh bien, se trouvent avoir une parole qui est plus légitime que d'autres. Et ce qui fait que la parole des uns et des autres n'a pas le même poids. Et ce poids n'est pas lié simplement à la capacité de décrire les choses, aux choses elles-mêmes, mais c'est bien lié à une question de statut, de rapport social. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, eh bien, il y a un pouvoir symbolique qui confère une certaine légitimité à des points de vue déterminés, et puis qui, d'une certaine manière, affaisse la légitimité d'autres personnes. Et donc, ce qui amène Jean-Pierre à parler, en fait, d'une double appartenance, en fait, des arguments qu'on peut avancer, des arguments qui tiennent d'un premier temps, eh bien, précisément, finalement, de savoir si ce qu'on avance c'est acceptable ou pas, et aussi au fait qu'on tienne une certaine position dans un milieu social, dans un espace social. Et on comprend aussi de ce fait que les approches réseau aient été initiées par le Gerbal et par Jean-Pierre Darré en particulier, parce que si on veut comprendre finalement ce que sont ces groupes, souvent, et puis je vois bien un certain nombre d'écrits qui vont parler de réseaux sociaux, de groupes sociaux, mais en même temps c'est fait d'une manière assez elliptique, mais ces groupes-là, ce sont des gens qui sont à des endroits, qui ont des relations, qui ont des positions sociales, et ces positions sociales, il faut bien arriver à les décrire parce que les statuts ne sont pas équivalents et il peut y avoir dans les échanges d'arguments des affrontements aussi de statut social entre les individus. L'agriculteur qui veut changer quelque chose dans son milieu, eh bien, il va s'affronter, il va revendiquer d'une certaine manière un certain statut, c'est celui d'innovateur, il va s'affronter à celui qui détient un statut de conservateur de la norme dans ce milieu social. Et donc les dynamiques qui s'opèrent au sein des groupes sont bien liées à cette question de statut. Alors, lorsqu'on pense comme ça, eh bien, ça nous oblige à penser aussi la dynamique des normes en termes de compréhension de ce que sont ces normes. Des normes, ce sont bien des règles, des façons de penser, des façons de faire, pour reprendre vraiment ces termes qui sont utilisés par Jean-Pierre. Chaque fois qu'il utilise le mot norme, il met derrière façon de penser ou façon de faire, pardon. Et lorsqu'il y a une dynamique des normes, eh bien, ce sont bien ces façons de penser et ces façons de faire qui se modifient. Jean-Pierre faisant un lien très étroit, justement, entre la pensée et le faire. Et en parlant de cette dynamique, il va établir ce que d'autres sociologues avaient dit avant, et que d'autres sociologues vont reprendre, mais qu'une dynamique des normes, eh bien, ça entraîne un mouvement où finalement, à un moment, il n'y a qu'une norme qui tient. Le mariage, c'est entre personnes hétérosexuelles. Et puis, à un moment, la norme, les deux se font.
on est arrivé aujourd'hui, alors je prends un exemple parce qu'il est très contemporain, eh bien on peut très bien se marier avec un couple hétérosexuel ou homosexuel, et puis on peut basculer à une troisième étape. Alors l'exemple est peut-être mal choisi, mais c'est sans jugement de valeur, je précise. On peut très bien basculer à une troisième norme qui serait la seule chose à faire, c'est de se marier entre personnes du même sexe. Voilà, mais ce qui montre bien cette dynamique des normes, et en termes de changement de pratique, c'est exactement l'équivalent. Bon, l'exemple est quand même pas bien choisi. Parce que derrière, il draine un certain nombre de choses. Donc, Jean-Pierre va être très attentif justement à l'étude de cette dynamique des normes, pour voir comment, finalement, eh bien, les connaissances pratiques se transforment sans cesse par des discussions entre individus. Et elles peuvent se transformer parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus, il y a des pratiques qui ne marchent plus, il faut bien savoir quoi faire et donc il faut aller chercher des solutions. Ou parce que des individus sont des ponts entre des milieux extérieurs et ramènent des façons de faire qui n'étaient pas dans le groupe et qui finalement sont discutées et s'avèrent plutôt pertinentes pour le groupe. Et donc, il montre bien comment, à travers ces études de réseaux sociaux, et puis il y a un article dans l'économie rurale, je crois que c'est 89, fait avec Roger Le Guen et puis Bruno Lemry, qui recense justement un certain nombre d'études, eh bien, comment cette dynamique, elle est très liée à la forme du réseau, au fait qu'il soit connecté ou pas à l'intérieur, à ce qu'il est très densément lié ou au contraire peu. Et donc, on voit que la topologie des réseaux va permettre de comprendre cette dynamique des normes. Et en même temps, cette dynamique, elle se trouve cadrée par... La dynamique, elle ne se déploie pas comme ça, librement, dans un univers libre. On change parce que, youpi, ça va être super de changer. Non, comme je le disais, il y a des enjeux sociaux et cognitifs là derrière. Parce que derrière, il y a bien évidemment la défense de positions sociales, occupé par certains individus, et celui qui est garant de la norme intérieure, il n'a pas du tout envie, et il a un certain statut, il n'a pas envie de se faire décoiffer par quelqu'un qui va arriver en disant non, la norme, elle a changé. Et puis, il y a le coût social de la mise en œuvre d'un changement, c'est-à-dire vouloir initier un changement quelque part, c'est prendre le risque d'être exclu de son milieu social. Mais il y a aussi un coût cognitif, c'est-à-dire, eh bien, lorsqu'on change, il y a un moment où on perd la maîtrise de ce que l'on fait. Et puis, ne pas changer, c'est être dans des routines. Et être dans une routine, c'est une économie forte. C'est pour ça que moi, lorsqu'on me parle de résistance des agriculteurs au changement, je dis ils ont raison de résister. Alors, et je parle rarement en termes de résistance. Mais ils ont raison pour X raisons, voilà. Parce que moi, il y a plein de gens qui essaient de me faire changer et je résiste parce que je veux m'investir dans autre chose et je résiste. En particulier ma femme. Alors... vous ne le direz pas. Et Jean-Pierre, ce qui va l'intéresser, eh bien, c'est, dans son travail, c'est de se dire, voilà, il y a ces connaissances pratiques, elles sont importantes, il faut les reconnaître, il faut qu'elles soient capables de se construire dans des groupes, mais ça ne veut pas dire pour ça que la connaissance scientifique technique n'a aucune valeur et qu'elle n'a pas un point de vue pertinent sur les choses. Simplement, elle n'est pas du même ordre, elle n'est pas construite pareil, et elle n'est pas forcément la plus pertinente pour des agriculteurs localement à un moment donné. Mais en même temps, il y a des situations de changement où les agriculteurs sont complètement démunis par rapport à des choses à faire et où cette connaissance-là, elle vient complètement outiller les gens, ou en tout cas, ça les aide à les faire glisser dans leur perception des choses. Et donc, la confrontation des agriculteurs avec des porteurs de connaissances scientifiques s'avère particulièrement précieuse. Alors, je voulais juste citer, puisque Bernard m'a montré que le temps passait, eh bien, c'est finalement l'actualité d'une telle vision par rapport au monde agricole actuel, en citant 4 points qu'on cite dans le papier, hein. C'est que finalement, cette démarche de Jean-Pierre, elle est très d'actualité pour un certain nombre de choses. La première chose, c'est la promotion qu'on fait de la participation. Aujourd'hui, il faut participer, vous le savez, hein. J'espère que vous participez quand même, je ne sais pas à quoi, mais voilà. Donc il y a une injonction quand même à la participation, qui est pas dénuée de noblesse, bien évidemment. Mais les dispositifs de participation peuvent être
complètement chargé aussi de rapports de domination, où on dit aux gens participer, mais vous recueillez des données pour nous, et puis nous, on va les traiter. Nous, on sait ce que c'est. C'est un mode de participation. Et donc, ça interroge vraiment chaque dispositif participatif. Ça nous oblige à nous interroger comment il est constitué, qui y participe, qui a droit à la parole, qui sont ceux qui détiennent des statuts supérieurs aux autres. Et finalement, ceux qui se trouvent en position de dominer, quelle place on leur laisse ou pas. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui parlent ou pas? Le second aspect, bien évidemment, l'interaction entre partenaires et chercheurs. C'est-à-dire que dans les travaux faits par le GERDAL, initiés par Jean-Pierre Darré, on voit bien que cette attention qui est portée, ou cette éducation des chercheurs à une attention à la connaissance des agriculteurs, ça aide à faire émerger des choses qui n'émergeraient pas si justement on ne reconnaissait pas les partenaires ou les acteurs comme étant chargés d'une certaine connaissance pertinente pour l'action. Et donc ça permet de constituer cette connaissance tacite, de la faire émerger en tant que telle, et du coup de produire des dispositifs qui soient suffisamment heuristiques pour pouvoir élargir ce qu'on a trouvé localement à un espace plus large. Alors le troisième aspect, porte sur le développement, et on voit que finalement, cette production de connaissances nouvelles s'avère primordiale, non pas pour réduire l'incertitude à laquelle sont confrontés les agriculteurs, mais plutôt à aider à une maîtrise de cette incertitude. Et justement, on voit que pouvoir faire avec une diversité de savoirs, ça aide à maîtriser cette incertitude qu'il faut bien arriver. C'est pas parce que c'est incertain que tout est vague, mais une incertitude, ça se qualifie aussi, ça se détermine. Et la diversité des savoirs aide à faire ça. Et puis enfin, le quatrième aspect tient finalement à un monde de production qui est l'objet de réglementation, de l'usage d'artefacts techniques de haute technologie, ou aussi finalement pour les agriculteurs l'injonction à se glisser d'un développement territorial. Et on voit bien que par rapport à ce monde, cet univers, cet environnement de production, les formes organisationnelles ne sont pas toujours là pour permettre à des agriculteurs finalement de produire des connaissances qui soient pertinentes pour eux par rapport à des projets qui se fixent. Et des formes organisationnelles présentes, elles peuvent être même contre-productives par rapport à ça. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai à peu près tenu. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Claude. Je pense qu'une ou deux questions brûlantes. S'il n'y en a pas, donc je passe la parole à Emmanuel Lazega. Je pense que Claude a rappelé l'essentiel de ce qu'il y a dans le texte, qui d'une certaine manière est le support des discussions en atelier que nous aurons tout à l'heure.